Bonjour et bienvenue à l'Indice du bonheur, un balado d'Atmanco. Aujourd'hui, on va parler des personnalités difficiles et de la gestion de conflits. Sujet très léger. Donc, Marie-Christine Drolet, je suis en compagnie de... Christine Chartrand, bonjour. Bonjour. Et de Luc Chabot, alors enchanté, puis merci de l'invitation. C'est fort agréable de venir m'entretenir avec vous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc, collègue Christine, qui est une collègue de très, très longue date et collaborateur aussi, Luc, on t'a vu à l'œuvre aussi par rapport à notre sujet, t'as du vécu. On pourrait dire ça. Et ce qui est particulier, toi, tu as un bagage beaucoup associé à la psychologie, aux interventions en milieu de travail. Mais ce qui est particulier, c'est que quand ça va mal, on aurait dit que t'aimes ça, là. T'es là pour... T'es là... Effectivement, mais nous, dans notre champ de pratique, on est une boîte de psycho du travail, puis on accompagne des organisations qui ont souvent de la turbulence organisationnelle à gérer. Alors, le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est tout à fait dans cette palette de couleurs, comment on gère des inadéquations, comment on gère des employés difficiles, comment ça peut avoir des conséquences négatives pour l'organisation, puis pour tout le monde aussi qui cohabite dans cette organisation-là. Oui, nous, c'est drôle. Nous, le blog le plus populaire de l'histoire d'Atman, porte sur la personnalité difficile, spécifiquement sur la personnalité narcissique. Pour nous, c'était un signe que beaucoup de gens sont très affectés par ces comportements indésirables, qui cherchent des solutions. Moi, c'est comme si j'ai ouvert une boîte de Pandore. Tout le monde faisait des commentaires, des discussions en ligne. Je me suis dit, wow, le monde a besoin de savoir quoi faire, comment gérer ces situations-là. Donc, la personnalité difficile et les comportements indésirables peut faire beaucoup de tort. T'es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, la première chose qu'il faut peut-être comprendre, puis c'est un sujet là, que j'ai souvent été appelé à discuter avec des employeurs puis avec des gens, c'est que c'est quoi la définition qu'on a de quelqu'un qui a une personnalité difficile? Parce que, tu sais, quand on est dans la gamme des personnalités, le danger, souvent, c'est de jouer au psychologue, au psychiatre. Et là, on rentre dans un spectre très, très large de comportements humains. Puis, tu sais, quand tu me parles de personnalité narcissique, tu sais, puis là, on entend parler des antisociaux, des borderline, tout ça. Là, on rentre dans les troubles de la personnalité, qui sont des traits qui sont permanents, omniprésents, puis que c'est associé on pourrait dire, à la famille de la santé psychologique au travail. Alors, quand on est là-dedans, c'est sûr que c'est des employés qui sont difficiles à gérer quand ils ont des problèmes de santé psychologique. Et la santé psychologique, c'est une chose. Par contre, un employé difficile, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a des troubles de la personnalité. C'est soit quelqu'un qui a des traits de personnalité qui vont faire en sorte qu'il se comporte pas comme on voudrait qu'il se comporte. Qui répond pas aux attentes, qui a des comportements qui sont pas la norme ou la personne raisonnable, ou tu sais, quand on a un employé puis qu'on engage quelqu'un, mais on est raisonnablement capable de s'attendre à des standards. Alors, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à fonctionner dans les standards attendus, qui respecte pas les règles, qui a des comportements atypiques. Alors là, le spectre peut varier de plein de types de comportements. Ça peut être quelqu'un qui est agressif, ça peut être quelqu'un qui est déplaisant, ça peut être quelqu'un qui aime pas l'autorité, ça peut être quelqu'un qui aime pas les règles, ça peut être quelqu'un qui est harcelant pour les autres, ça peut être quelqu'un qui a toutes sortes de comportements différents, mais qui ne cadre pas dans les valeurs de l'organisation, puis dans les normes qu'on a pour tout le monde dans notre organisation. Alors, le danger, souvent, quand on parle de personnalité difficile, c'est de tomber dans la psychiatrie, parce que c'est sûr que quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique, il va rester narcissique. Il changera pas, là. C'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de génétiquement prédisposé. Et c'est sûr que là, oui, on va pouvoir mettre des cadres pour encadrer ça. Parce que veut pas, il y a 10% de la population qui ont un trouble de la personnalité. Alors, à un moment donné, puis il y en a 10 sortes. Alors, tu sais, c'est sûr qu'on peut tomber dans ce gamme-là. Mais moi, j'aime mieux prendre l'angle des gens qui ont des problèmes de comportement attendus au travail, au lieu d'aller dans la gamme des gens qui ont des troubles de comportement persistants qui sont associés à la santé psychologique. Parce que là, on a beaucoup de temps pour en parler, mais en même temps, c'est des approches qui sont différentes.
Puis c'est des approches qui ont des fois lieu d'avoir des experts médicaux qui viennent nous épauler à gérer ça puis à encadrer ça. Dans ce que tu nous dis, j'ai l'impression que justement le pas le sauveur, mais justement celui qui veut vraiment faire une différence, qui croit en lui-même, j'ai l'impression qu'il y a ça derrière dans tes valeurs aussi, hein? Tout à fait, tu sais, puis quand on engage des gens, mais on a espoir que ça fonctionne bien, puis il faut se donner des conditions gagnantes pour que ça fonctionne bien. C'est quoi les conditions gagnantes? Bon, c'est une bonne question, tu sais, puis c'est souvent là où on regarde comment tu sais, souvent les gens disent qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça, et c'est souvent la résultante de pas avoir fait bien des affaires. Aussi curieux que ça fait se paraître, parce que les gens qui ont des organisations avec, je te dirais, un niveau de tolérance très, très, très bas au comportement inapproprié, d'habitude, ils ont plus de succès à gérer ce genre de problème-là parce qu'il y en a pas beaucoup. Tu sais, c'est toujours la question de dire que les choses commencent toujours par des comportements anodins, inappropriés, puis les gens sont mal à l'aise de gérer ça, malgré le fait qu'on sait que c'est important. Tu sais, on entend parler de courage managérial, on entend parler de gestion des employés à défi, tu sais, puis on a tous ces beaux mots-là, là. Mais c'est souvent la dernière affaire que tu as le goût de faire comme manager dans ta journée. Alors, souvent, les gens ont, malheureusement, je vous dirais, le réflexe conditionné d'éviter. Donc, l'évitement, là, il faut éviter d'éviter. Tu sais, il faut éviter l'évitement, là, c'est probablement une des grandes sagesses qu'il faut comprendre avec ça. Mais c'est souvent où est situé le niveau de tolérance dans notre organisation. Alors, des organisations qui vont tolérer les comportements inappropriés parce que ils gèrent pas. Alors, ils se disent, ben là, regarde, ça va passer, c'est vendredi, il est fatigué, il y a un gros dossier, il est pas de même d'habitude, il a besoin de vacances. Tu sais, on va tout trouver l'excuse pour ne pas intervenir, pour ne pas avoir la conversation non populaire ou la conversation difficile, qui est une conversation souvent qui va faire toute la différence. Alors, quand on n'est pas équipé ou notre organisation n'a pas ça dans son code génétique, là, de dire on s'en occupe, on fait ce qu'il faut faire, on met nos règles en place puis on les respecte. Mais là, souvent, on va voir émerger plein de sortes de comportements. Puis si moi, je suis une personnalité difficile ou je suis un gars pas facile, puis moi, je crie quand je suis choqué ou j'ai des oses de comportement inacceptables, je parle dans le dos des gens, je parle contre mon organisation, je suis pas facile, je suis chialeux, tu sais, des perturbateurs, là, on appelle ça souvent aussi des employés toxiques. Tu sais, c'est tous des liens qu'on peut faire parce que ça s'entrecoupe quand même pas mal ce vocabulaire-là. Alors ça arrive, puis là, on tolère. Puis mais à un moment donné, c'est vrai pour Luc, ça va être vrai pour Marie-Christine, puis ça va être vrai pour tout le monde. Et si on gère pas, c'est quoi le message implicite qu'on passe à tout le monde? Ben, chez nous, c'est correct. Pourvu que la job soit faite. Alors, on vient qu'on évite de traiter ça. Et ce qui arrive dans beaucoup d'organisations, malheureusement, c'est que le niveau de tolérance qui augmente, on donne de l'air à ces personnalités-là toxiques, parce que là, ils ont libre cours à des comportements non gérés. Puis, malheureusement, mais on affecte tout le monde quand on fait ça. Et aujourd'hui, le sujet qu'on parle, il est tellement important parce que c'est directement relié à la qualité du climat de travail qu'on veut dans nos organisations. Et on sait comment... Les standards vont changer aussi, non? Oui, les standards changent. On a eu plein de lois. Tu sais, on prend juste tout ce qu'on a vécu avec le MeToo puis avec les lois qu'on a qui encadrent le harcèlement au travail, par exemple. Mais ça, c'est un exemple de comportement qu'on veut plus tolérer, mais qui sont dénoncés, puis on se donne des voix pour les dénoncer, ces comportements-là. Puis oui, ces comportements-là, on les gère, mais c'est une gamme de comportements qui sont dérangeants pour les autres. Alors, des fois, ça passe par ce côté-là, mais il y a quand même des standards à plusieurs niveaux qui souvent sont tolérés. Puis moi, je vois, ça dépend des milieux. Il y a des milieux que on est dans une usine, c'est pas grave. Ça, c'est du shop talk. On parle de même, nous autres. On travaille dans une mine. On travaille on a tout un rationnel. Peu importe où tu travailles, tu peux avoir un certain niveau de tolérance par rapport à ça. Mais ils sont plus tolérants avec des employés qui sont plus performants puis qui ont des personnalités plus toxiques? C'est une bonne question parce que souvent, c'est là aussi le problème de l'intervention. Ouais. C'est facile d'intervenir avec quelqu'un qui est un train de pied de classe mondiale, mais ton meilleur que ces comportements-là, tu te dis, ben, gars, on va vivre avec.
mais je vis avec la conséquence prix. qui vient avec ça, puis il y a un prix. Puis tout est relié au fait que ça commence par de la tolérance. Parce que souvent, la définition propre d'un employé difficile, puis quand on commence à découvrir qu'il est difficile, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui est pas en adéquation avec nos standards attendus, avec ce qu'on veut avoir comme comportement ou ce qu'on a comme valeur dans notre organisation, puis et ça dérange. Alors quand ça dérange tout le monde, là il est très grand temps de faire quelque chose puis gérer ça. Et là, c'est là toute la question de comment on s'y prend pour adresser ces situations-là, c'est quoi les meilleures méthodes, puis comment on fait nos choses. Puis là, tu sais, c'est là que je dis, il y a une différence entre la cause racine de ça, parce que l'employeur comme tel, c'est pas un CLSC, c'est pas un médecin, c'est un employeur. Alors, la cause racine de pourquoi tu te comportes pas comme tout le monde, elle peut être très variable dans notre société. Tu sais. Ça peut être quelqu'un qui a un problème d'alcool, ça peut être quelqu'un qui a un problème de comportement, ça peut être quelqu'un qui a eu une enfance difficile, ça peut être quelqu'un qui a X, Y, Z problème de santé psychologique, et ça peut être aussi un problème de quelqu'un qui est plutôt rébarbatif à suivre des règles, puis comme on a plus tendance à voir. Tu sais. Est-ce que tu serais d'accord avec l'affirmation que les gens, justement, plus difficiles, ont toujours une certaine souffrance qui les amène à où t'es... Ben, il y en a que ça peut être une partie du rationnel. Il y en a d'autres qui souffrent pas pantoute là-dedans. Il y en a qui sont très bien, puis eux autres, ils sont en harmonie avec eux-mêmes, d'être difficiles au travail. Puis ils en font une fierté, puis ils ont vécu de même, puis ils ont passé à travers différentes étapes de leur vie en étant capables d'être avec cette couleur-là de personnalité. Ils ont passé le monde scolaire, ils ont passé d'autres emplois, puis à un moment donné, on se retrouve avec ce genre de personnes-là au bureau, puis qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend? Je pense que c'est là l'important d'avoir des bonnes clés, des bons réflexes, puis... Ouais, la question, c'est-tu inné ou acquis? Hein? La personnalité difficile, est-ce que c'est inné ou acquis? Bon, ça, c'est une bonne question. Quand c'est inné, c'est souvent un trouble de la personnalité, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ta structure de pensée, ta structure de façon de vivre dans un environnement. Donc, quand c'est inné, c'est parce que c'est quelque chose qui est probablement associé à la santé psychologique. Quand c'est acquis, ben là, ça peut se développer, tu sais. Puis on le voit souvent, puis c'est des questions que j'ai souvent avec des managers. On engage des gens, puis ils ont des beaux profils, puis ils sont super adéquats, puis mon Dieu, on a plein d'espoir. Puis 3 mois après, on s'aperçoit que, voilà, il s'est-tu fait contaminer? Et la contamination d'un milieu peut se faire d'un côté comme de l'autre. Des milieux où on a beaucoup de maturité, où on travaille dans les normes, où on a tout ce qu'on veut comme standard. Tu rentres quelqu'un qui est un peu avec un comportement non souhaitable, ça passe pas. Les gens vont eux-mêmes pas accepter ça, puis l'équipe va mettre la pression souvent pour changer ça. Mais dans un milieu où on n'a pas géré, mais tu mets même des bonnes personnes, ils peuvent devenir malheureusement des moins bonnes personnes en termes de comportement. Alors ça se corrige, c'est ça la bonne nouvelle. C'est quand c'est pas inné, ça peut se corriger. Et tout se corrige, mais avec la structure, puis avec... On parle aussi beaucoup souvent d'une personne, mais dans les conflits, ça se fait à deux, autant à la maison qu'au travail. Ouais. Christine, t'as quand même travaillé souvent avec, justement, à faire des consolidations d'équipes, à faire du développement organisationnel dans différentes organisations. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le conflit en général? Ben, c'est souvent des conflits de personnalité, là. Les opposés clashent. Souvent, manque de compréhension des autres, manque d'empathie. Donc, c'est souvent des traits de personnalité qui clashent ou qui sont similaires. Donc, comme 2 affirmatifs d'un extrême peut clasher parce que, ben, écoute, ça crée des conversations animées. Donc, ça dépend le contexte. Mais je vois beaucoup la différence d'extrême de personnalité quand c'est la résistance au stress
puis le côté empathie. Puis il y en a qui ont besoin de beaucoup de structure. Dis-moi comment le faire, je vais le suivre. Puis le gestionnaire donne beaucoup de liberté d'action, puis de laisser faire, puis liberté. Puis ça crée des clashs également. Mais c'est la base, c'est la personnalité, là, souvent. J'entends gestionnaire, on a quand même une grosse responsabilité quand on est gestionnaire pour qu'il y ait un milieu sain, pour offrir une sécurité affective, une sécurité à l'intérieur pour avoir du plaisir puis travailler efficacement. Ça revient beaucoup, hein. Comme employé, faut se protéger d'une certaine façon. Puis c'est un autre élément à savoir quand on est entouré, quand on est en contact avec quelqu'un avec qui on sent, parce que soit qui est différent, on s'entend moins bien, ou avec une personnalité qui peuvent être vraiment nous agresser, ou si on parlait juste avant de venir, à savoir il y a des moments où c'est plus subtil le côté négatif, puis d'autres moments c'est vraiment direct ou indirect, in your face d'une certaine façon. On sait pas ce qui est le pire, mais des choses qui sont un peu plus sournoises. Puis on sait pas. Puis Glenda, qui est notre collègue, nous disait c'est quoi qu'il y a en commun. Puis on disait c'est souvent on se sent pas bien. On se sent pas bien dans la relation, on se sent pas valorisé, on ressort puis on n'a pas cette impression d'être bon. J'aurais tendance à dire ce que je vois en commun. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Aussi, je vois une manque l'empathie, c'est everything, là. Puis souvent, le monde des gestionnaires a un manque d'empathie, mais c'est pas une indifférence. C'est pas qu'il veut pas, c'est juste qu'il manque un peu les antennes de comprendre l'autre, de comprendre le non-verbal. Donc, il faut juste apprendre, donner des outils pour qu'ils puissent mieux se mettre dans les souliers de l'autre. Je sais pas si c'est beaucoup ça, les problématiques les plus fréquentes que tu vois, Luc, c'est cette manque d'empathie-là, cette manque de... C'est sûr que là, ça, c'est une conséquence qu'on voit quand même souvent, tu sais, puis les gens... Puis c'est souvent là l'indicateur, parce que quand un employeur ou un décideur apprend la situation, mais là, c'est parce qu'il y a déjà des choses qui se sont passées. Et comment ça se manifeste, c'est souvent la problématique de vie au travail puis de relations entre employés. Alors, ça vient souvent d'un signalement, ça vient souvent d'une plainte, ça vient souvent d'informations qu'on apprend qu'il est arrivé telle affaire et ça dérange les autres. Alors, quand ça commence à déranger dans ton organisation, mais là, c'est sûr que la personne qui est au cœur du dérangement, son niveau empathique ou son niveau de conscience par rapport à ça, c'est souvent des gens qui ont peu d'autocritique. Tu sais, ils n'ont pas la capacité de voir l'impact peut-être négatif qu'ils ont autour d'eux. Puis même s'ils savent, ça les dérange pas beaucoup. Tu sais, alors, il y en a que c'est d'écraser les autres, il y en a qui ont des valeurs qui sont pas à bonne place, il y en a... Alors, comme employeur, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Tu sais, comment on s'y prend? Puis là, tu sais, on parle de facilitation, on parle de médiation, on parle de gestion d'équipe. Il y a souvent, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là qui a pas le comportement attendu? Or, il y a comme des recettes qui fonctionnent mieux quand on les fait par étapes, puis quand on les fait bien. Puis c'est souvent ça qu'il faut enseigner aux gestionnaires, c'est comment tu t'y prends pour gérer ces inadéquations-là. Premièrement, mais il faut que tu évites d'éviter. Donc, il faut que tu fasses face à la musique et il faut que tu sois capable d'identifier, ça c'est la première étape, c'est quoi le problème. Puis l'étape la plus difficile, je pense. Et c'est ça, faut que tu en fasses un petit diagnostic, là, parce que, tu sais, on peut venir se plaindre, puis ça a pas puis la personne qui se plaint, peut-être la personne qui a le problème, tu sais. Alors, un gestionnaire, faut pas qu'il se fasse une première idée préconçue trop vite. Faut quand même qu'il fasse son analyse, regarder un petit peu administrativement c'est quoi. Et là, mettons qu'on s'aperçoit qu'on a Luc là qui est pas en adéquation, son comportement est pas adéquat, il y a telle chose qu'il fait puis c'est pas dans les standards. Mais là, c'est rapidement, de façon contemporaine, il faut rencontrer Luc pour ajuster ça. Et c'est là la discussion difficile. Et les gens évitent ça parce que ça leur tente pas. Puis c'est déplaisant faire ça. C'est pas quelque chose qu'on aime faire. Même avec nos proches, on n'aime pas ça, faire ça, là. Alors, avec un employé, dans une situation d'adulte à adulte, mais là, c'est là qu'il faut être capable de faire ces rencontres-là d'une façon efficace. Puis là, la complexité vient, t'es-tu en milieu syndiqué, t'es-tu en milieu non syndiqué?
Y a-tu l'obligation qu'un délégué syndical accompagne l'employé quand tu y parles? Tu sais, il y a toutes sortes de rationnels qui font que faut quand même avoir une approche assez systématique, assez évoluée. Donc, la première étape, puis je pense que ça, c'est la première, puis qui est pas faite souvent, c'est comment on fait pour faire ces alignements-là tout de suite. Alors, on a le droit, dans le fond, à avoir une période, on appelle ça des ajustements. Mais un ajustement, t'es pas en disciplinaire encore, t'es pas dans une rencontre où on veut te gérer d'une façon... on est dans une place où il va falloir qu'on t'en parle d'une façon structurée pour être capable qu'on voit du changement. Parce que si on s'entend de dire tel comportement, que ce soit un écart de performance, que ce soit un comportement inadéquat, que ce soit un agir non respectueux, que ce soit un non-respect des règles ou des politiques ou peu importe. Mais là, il faut être capable de dire ça, là, on va faire cette rencontre-là pour recadrer, pour réajuster, réaligner les choses avec toi. Donc, on rencontre la personne et le truc, c'est de la rencontrer, bien sûr, un à un. Tu fais pas jamais ces rencontres-là devant des gens. Ça, c'est fondamentalement important. L'autre affaire importante, c'est que ce que tu demandes à la personne, c'est un standard que tu as pour tout le monde. Puis ça, c'est souvent un des problèmes que moi, je vois en milieu de travail, c'est la non-uniformité qui existe. Alors, si, mettons, tu as un problème dans le département A, puis tu as 3 départements dans ton entreprise, puis là, on commence à signaler le problème dans le A, mais si tu ne gères pas pour le B puis le C, ça va être dur de gérer ton employé difficile si tout le monde peut le faire. Alors, à un moment donné, il faut que ces règles-là soient connues, soient annoncées, soient partagées aux gens. Donc, tu sais, il y a comme un bout là-dedans où c'est là que la stratégie vient tout faire la différence. Sinon, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Exactement. Puis là, c'est quand c'est de l'iniquité, mais là, tu me demandes ça à moi, mais les autres le font, puis ça dérange pas. Puis les gens vont... Tu sais, c'est souvent ce qu'on voit chez les personnalités difficiles, c'est que ils ont peu d'autocritique, mais ils ont la comparaison rapide. Puis la comparaison, eux autres, ils la connaissent, puis ils connaissent où est le benchmark, puis où est le niveau de tolérance. Alors ça, ils sont bons à identifier ça habituellement. Alors, première étape, mais c'est ça, c'est cette rencontre-là un à un. Faut qu'elle soit... Est-ce qu'on peut se préparer pour cette rencontre? Ben moi, je suggère aux gestionnaires de se préparer. D'avoir un petit journal de faits aussi, pour apporter des faits. Ça, c'est fondamentalement important. Donc, tu t'es préparé, tu as mis des bullet points. Puis quand on parle aux gens, ça prend il y a des étapes. Alors, la première étape, ben, ça va être de parler des faits. Pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle fait. Oui. Alors, pas des impressions, pas des oui-dire, pas des choses qu'ils ont entendues, ça a l'air que. Parce que ça a l'air, c'est pas... Tu peux pas gérer dans du mot. Faut que tu gères dans des choses qui sont connues avec un fait. Donc, je te rencontre aujourd'hui, ce matin, parce que j'ai observé telle chose qui s'est passée à telle heure, tel jour, puis voici ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on va se rencontrer aujourd'hui. Alors là, ça peut être n'importe quoi. Là, la gamme des comportements à être changés peut être, comme vous le savez, très, très grande. Et là, ça, c'est la première étape. On parle des faits. Après ça, ce qu'on va parler, il va falloir qu'on parle des attentes. Alors, c'est quoi nos règles chez nous? C'est quoi nos attentes? C'est quoi nos valeurs? C'est de quoi pourquoi qu'on se rencontre? C'est parce que ce que tu fais, là, c'est pas ce que nous, on s'attend, tu sais. Puis on va te l'expliquer. On va te le réexpliquer. On est dans une rencontre préliminaire pour tenter de changer les choses. Donc, dans la deuxième affaire, c'est sûr qu'il va falloir qu'on jase puis qu'on t'explique c'est quoi nous autres nos attentes. La troisième chose que moi je vois qui est jamais faite, c'est on va vérifier ta compréhension. Parce que si c'est pas 10-4 bien reçu, là, ça changera jamais. Oui. Alors, il va falloir que la personne, on pose ces questions-là. C'est là que ça devient difficile. Alors, qu'est-ce que tu as compris de notre rencontre jusqu'à présent? Là, je veux juste être sûr qu'on se comprenne bien. Puis, on veut s'assurer qu'on a compris tout le 360 degrés de la conversation. C'est surprenant comment la compréhension est différente quand on la valide. Mon Dieu Seigneur, quand on la valide, c'est là qu'on s'aperçoit que la personne, il a peut-être compris qu'il faut pas qu'il se fasse pogner, puis c'est pas ça qu'on veut qu'il comprenne. Alors, les choses peuvent changer beaucoup. Alors, la troisième étape, c'est de vérifier sa compréhension. Et l'autre chose que moi, je vois pas jamais, puis qui est drôlement important c'est s'assurer de son engagement, de sa collaboration. Donc, tu sais, tu y vas par étapes structurées. Alors, tu t'assures de la collaboration de l'employé.
Puis après ça, ben, tu fais bien sûr, tu prends une note. Tu sais, c'est un bon gestionnaire, on documente. Parce que si tu documentes pas, cette rencontre-là n'a jamais existé. T'es en milieu de travail, comment tu veux gérer quelque chose qui n'a jamais existé? Ouais. Alors, faut que tu documentes. Puis après ça, tu fais ton suivi. Et là, c'est là que souvent, il y a plusieurs possibles. Alors, supposons que tu vois un employé qui a mal fait, je sais pas, telle chose, sa performance n'est pas au rendez-vous, puis c'est un standard, puis ça dérange les autres, puis tu as fait cette rencontre-là. Et tu t'aperçois en faisant ton suivi que l'employé a changé puis que ça va mieux. Ben, ça vaut la peine de prendre 5 minutes avec ton employé puis de dire, regarde, viens ici 2 secondes. En passant, on s'est vu il y a une semaine puis c'était pas facile. Mais je te remercie, je regarde les choses puis ça change. Alors ça crée quoi? Ça crée de la motivation, ça crée de l'engagement. Puis il y a quelque chose de positif à cette rencontre-là. Le but, c'est pas juste de pogner l'employé pour aller en gradation de sanctions avec lui, puis de l'amener vers la porte, parce que il y a pas un employeur qui engage quelqu'un pour congédier quelqu'un. Tu l'engages parce que tu en as besoin de façon pleine et entière dans des rôles, dans des responsabilités, dans des actions qu'il doit prendre. Alors, c'est ces ajustements-là. Un employé difficile, quelqu'un qui est complexe, habituellement, malheureusement, cette première étape-là, elle va être nécessaire, mais ça risque de pas marcher. Alors là, c'est là que on a comme employeur le devoir de faire les choses par étapes, tu sais, d'y aller. Ben là, regarde, on te rencontre une deuxième fois, on t'a vu à telle date. Puis là, on va te remettre aujourd'hui. Là, on va te remettre une lettre aujourd'hui. On va te l'expliquer comme faut. On veut pas aller là, mais la prochaine fois, on va aller peut-être vers une mesure disciplinaire. Tu dois changer, là. Est-ce que c'est des personnalités difficiles peuvent avoir plus tendance à bien connaître les lois, à un peu tenter de certains oui, certains non, là, mais je te dirais que oui, les plus sophistiqués vont connaître. Okay. Il y a de tout, par exemple. On a de tout. Là. C'est comme ça prend tout pour faire un monde. Là. On en a différents niveaux de sophistication là-dedans. Mais il y a des Oscar nominés qui connaissent très bien les lois, puis qui connaissent tous les détails, puis ils connaissent les faiblesses de l'employeur. Puis souvent, moi, ce que je vois dans le milieu de travail, c'est que des fois, il y a du roulement de gestionnaire. Tu sais, tu gardes pas tes mêmes gestionnaires, donc c'est à recommencer à zéro. La mémoire d'entreprise se perd, puis à un moment donné, l'employé lui reste là, puis il y a des épisodes difficiles sur des fois sur plusieurs années avant qu'on réussisse à encadrer ça. Mais un employé qui est bien encadré, puis quand on le fait dans une approche constructive, on y en veut pas à lui, c'est pas lui, c'est son comportement. Mais d'habitude, nos chances sont bonnes de voir le comportement, je te dirais, changer. Est-ce qu'il est préservé dans le temps? C'est quoi? Est-ce qu'il est préservé dans le temps? Ce comportement-là? Oui. Des fois, oui, mais ça demande de vigie, ça demande... Et c'est pour ça que quand tu travailles avec une équipe, puis nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on crée de l'uniformité en gestion. On travaille avec une posture de gestion où on met ces éléments-là de non négociables, connus de tous. Puis ce qui est le fun, c'est de travailler en équipe de gestion à faire ça. Parce que si tu es tout seul de ton équipe de gestion à gérer les employés difficiles, la vérité, moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est que ça ne tiendra pas. Tu vas pas le faire longtemps parce que tu vas devenir le gestionnaire impopulaire. Tu vas devenir celui qui est tout le temps dans les discussions difficiles. Puis là, après ça, on va dire que tu es un harceleur parce que toi, puis ça sera bien sûr pas du harcèlement, mais ça va être perçu négativement d'avoir un comportement de cette nature-là en gestion. Donc, une organisation qui veut régler des problèmes comme ça, mais il faut faire un bon diagnostic, puis il faut travailler en équipe, faute de quoi ça ne marchera pas. C'est intéressant, c'est un peu comme les parents, à un moment donné, il faut que tu avances en même temps avec le même discours, le même type de comportement, sinon c'est le bordel. Exactement. On parlait du gestionnaire ou de la gestionnaire qui a des responsabilités, mais finalement, c'est pas juste cette personne-là. Ça peut être des coups d'épée dans l'eau si les autres gestionnaires, ou ne serait-ce qu'un ou deux dans l'organisation font pas leur job. Donc, il y a vraiment une certaine pression. Puis en tant que gestionnaire, comment qu'on protège nos équipes des personnalités difficiles? En gérant les comportements inappropriés, tu sais. Puis je te dirais, puis c'est tellement une bonne question parce que aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est tout le monde. On est en pénurie de main-d'œuvre partout. Puis c'est un problème qui est criant, puis c'est pas un problème qui va
tend à diminuer, ça va augmenter jusqu'en 2030, là, juste à cause de la cloche des... Tu sais, c'est un problème de démographie, là. Tu sais, on manque en ce moment 150 000 personnes pour combler les postes existants. Si on regarde les dernières statistiques là, de démographie, on prend tous les jobs qui existent au Québec aujourd'hui, en 2022, on va en 2030, il en manque 363 000 pour remplacer les gens qui partent à la retraite. Alors, il y a plus de boomers que la génération actuelle. Il n'y a pas assez de monde. Donc, on est dans une équation aujourd'hui où les gens choisissent leur emploi et ils vont choisir quoi? Mais ils vont choisir un emploi où ils se sentent bien. Et le senti que tu as au travail va devenir l'affaire, l'enjeu pour maintenir la main-d'œuvre, maintenir les ressources humaines. Et cette guerre aux ressources humaines-là, c'est pas juste le salaire, assurément pas. Moi, je le vois partout. Là, j'ai la chance de me promener partout en région. Là. J'ai des places là, qui payent les gens à des salaires complètement dans les étoiles parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis, ils gardent pas leur monde pareil. Puis, il y a des endroits que je travaille avec qui n'ont jamais eu de roulement de personnel parce qu'ils payaient bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup de roulement de personnel. Alors là, on regarde c'est quoi les conditions gagnantes pour éviter ça, pour que le monde reste. Mais si on veut avoir de la pérennité de nos ressources, il faut être vraiment très sensible à la qualité du climat de travail. Et pour être sensible à ça, il faut pas tolérer les employés difficiles qui nuisent ou qui viennent contaminer un peu l'ambiance. Parce que un employé qui s'intègre, surtout la nouvelle génération, tu t'intègres en quelque part, l'ambiance est pourrie parce qu'il y a un employé toxique. Mais il y a des grosses chances que tu n'en parles jamais, que tu changes de job avant d'en parler, là. Alors, les employeurs, des fois, se disent, mais il est pas resté. Mais non, il est pas resté parce que peut-être que t'as pas géré des choses au bureau ou que t'as pas pris des responsabilités à ce niveau-là. Donc, d'être très gardien des valeurs, de la culture, des choses importantes pour l'organisation, je vous dirais, là, c'est prioritaire dans la responsabilité des gestionnaires d'aujourd'hui. Puis, à plus haut niveau, justement, en tant que dirigeant ou dirigeante d'entreprise, en tant que justement, équipe stratégique, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ou quel message est-ce qu'on peut donner pour s'assurer que nos gens, à tous les niveaux, vont être bien? Ça, c'est des très bonnes questions, mais tu sais, c'est des messages là, qui parlent de bien-être. Tu sais, vous parlez de l'indice de bonheur, mais il faut s'assurer qu'on va mesurer ça souvent avec nos équipes. Tu sais, comment on fait pour créer de l'engagement? Donc, on travaille sur des choses qui engagent les gens à performer. Comment on fait pour être bien au travail? Alors, c'est tout ce qui est collaboratif, tout ce qui peut être participatif, tout ce qui peut être chacun a un sentiment qui peut participer à certaines décisions, qui peut évoluer dans l'entreprise, qui peut s'actualiser dans son rôle. Parce qu'on a besoin de ça. Alors, les messages, ça prend des messages très dynamisants pour les employés. Puis moi, je le vois chez des employeurs qui ont du succès à garder leur monde, puis tout ça, mais ils communiquent beaucoup plus que moins, tu sais. Alors, et comment on, tu sais, puis c'est bien souvent, là, on a coupé tout, puis là, tu parles pas de tes employés, c'est sûr que ça a un impact, ça aussi. Alors, même si tu aurais juste des belles affaires à dire, ça va bien, on n'est pas obligé de le dire, mais t'en parles quand ça va bien. Tu crées un petit peu ce sentiment-là qui fait que les gens adhèrent à la culture, adhèrent à cette information et les gens ont besoin d'être informés. Donc, peut-être comme stratège dans une entreprise, s'assurer que l'information descende, puis s'assurer aussi d'avoir le feedback d'en bas. Tu sais, comment on va chercher le feedback d'en bas? Ben là, sans bypasser la hiérarchie, là. Ben, tu sais, ça peut être de toutes sortes de façons. Tu sais, c'est de s'assurer de questionner notre monde pour s'assurer qu'ils questionnent leur monde. Tu sais, alors. Okay. Mais est-ce qu'on peut aller? Est-ce que ça se fait? On peut sonder nos employés régulièrement. Tu sais, t'as des affaires dans certaines entreprises où ils vont faire des mini checkpoints régulièrement à tous les mois sur des indicateurs de climat. Là, tu sais, alors on regarde des leviers de climat, on essaie de. Mais il faut s'informer auprès de notre monde. Alors ça peut être des sondages, ça peut être des tournées d'usines. Puis moi, ce que je vois beaucoup en ce moment, qui est un facteur, c'est qu'avec les exigences qu'on s'est données,
les KPI, les rencontres, les multiplications, le télétravail, la haute direction des entreprises va plus autant qu'avant sur le terrain. Et quand on fait des diagnostics organisationnels, nous autres chez nous, souvent ça ressort, on voit pas nos boss. On aimerait ça les voir, on aimerait ça leur jaser, mais ils ont pas le temps, ils sont occupés. Mais tu sais, on se reporte il y a 25 ans, c'était pas rare que les grands patrons marchaient leur usine, allaient voir les gens, s'informaient de comment ça allait. Moi, tu sais, j'ai des souvenirs au début de ma carrière où je voyais des gens, des VP RH, il y avait une shop de 300 personnes qui connaissaient les prénoms de tout le monde dans l'usine, puis il y avait pas de misère, puis il y avait des liens, puis mais ça créait de la proximité, il y avait de la valeur, il y avait ce tissu-là qui se créait dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, souvent, les gens sont de passage, puis tu leur demandes t'es combien de fois dans ton usine? Non, mais j'ai pas eu le temps, là, c'est pas moi qui m'occupe de ça. J'ai des conseillers RH, j'ai des directeurs RH, mais moi, je vois pas. Alors, d'aller sur le plancher, c'est pas overpasser, c'est une culture. Je sais pas, tu sais, c'est... Absolument. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis ce que je trouve aussi, c'est que en parlant aux employés, en posant quelques questions, sans parler à tout le monde, tu sais, de passer sa vie là, ça nous permet de dire, t'es important. T'es importante pour moi, puis on n'est pas juste là pour travailler. Comme individu, là, t'as de la valeur à mes yeux, puis je trouve que ça fait, c'est magique. En fait, Exactement. On est beaucoup dans les stratégies sophistiquées, souvent de gestion de KPI, comme tu dis, mais au final, les gens ont besoin d'être aimés, d'être accueillis, qu'on s'intéresse d'une certaine façon. Exactement. Puis de bâtir des moyens de consolider le climat, mais tu sais, il y a plein de moyens. Tu sais, il y en a qui font des activités sportives en équipe, il y en a qui font... tu sais, mais il faut garder cette fibre-là, surtout dans un monde dans lequel on été plongé avec la pandémie. Tu sais, le télétravail, ça a changé beaucoup de choses. C'est sûr que ça apporte plein de nouvelles possibilités de performance, d'efficacité, tu sais, on a amoindri certains coûts qu'on avait moins besoin. Mais en même temps, le danger, c'est le piège qui vient avec, le fait que le monde va être moins ensemble. Puis c'est sûr que sur un écran, tu as un certain volet de proximité que tu n'as pas quand tu es en présentiel. Alors, ça prend une façon de réfléchir à aujourd'hui et à demain. Tu sais. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre, ceux qui font pas cette réflexion-là en ce moment ne seront pas là demain. Toi, tu dois beaucoup le voir d'un client à l'autre, là, cette différence de gens de qui culture, ont oui, déjà pris, exactement. Puis on participe à ça. Nous autres, on fait ça avec nos clients. Mais ces think tank-là de comment on s'y prend, de qu'est-ce qu'on fait pour être un employeur différent. J'ai vu beaucoup d'employeurs mettre beaucoup d'énergie puis à descendre des messages que d'autres employeurs font pas, mais qui vont être obligés de faire. Puis, tu sais, ce que ma grand-mère me disait plus jeune, ce que la sagesse ne peut t'enseigner, la souffrance s'en chargera. Et il y a des employeurs qui, malheureusement, vont apprendre parce qu'à un moment donné, ça va devenir difficile. Puis, je le vois, moi, en région, je vois des gens qui ferment leur chiffre de soir parce qu'ils n'ont pas de monde. Pas parce que c'est pas payant, pas parce qu'ils n'ont pas de vente, pas parce qu'ils n'ont pas le produit. Ils n'ont pas de monde. Et la relève, des fois, là, tu fais ton sociogramme d'équipe, puis quand t'as 15 gars qui ont 60 ans et plus, puis t'en as 45 qui ont plus que 50 ans, ben, pense-y tout de suite, là, parce que ça prend des jeunes pour venir prendre ces postes-là, là. Puis tes jeunes qui sont juste de passage parce qu'ils n'aiment pas la culture, c'est énergivore travailler avec un roulement de personnel aussi, là. Tu as parlé beaucoup de culture, de valeurs. C'est intéressant parce on parle de personnalité difficile à la base, puis on se transporte vers des besoins fondamentaux, la culture, s'identifier, qu'on se sente bien d'une certaine façon, puis notre devoir de le faire, ça donne de l'espoir d'une certaine façon. Si on fait bien nos devoirs, tout à fait. On peut y arriver. On peut y arriver, effectivement. Puis ça, c'est qu'est-ce qui t'oblige à gérer ça? C'est des fois... Ce qui est pas le fun pour un employeur à dire on va gérer un employé difficile, c'est sûr que c'est plate à faire. Mais en même temps, si tu le fais pour quelque chose de plus grand, qui est de protéger l'intégrité de ton organisation, protéger le futur de ton organisation, t'assurer d'être en harmonie avec tout ça, mais là, t'accomplis quelque chose, puis là, tu vas le faire plus naturellement. Je sais pas si tu sais, alors ça, c'est ce qu'on doit éduquer beaucoup nos gestionnaires, que ça, c'est le choix à faire
pas juste pour aujourd'hui, pour demain, parce que quand on a ou on tolère des gens qui perturbent le bien commun ou l'atmosphère ou l'ambiance ou le climat, mais on affecte tout le monde. Puis aujourd'hui, moi, je le vois, en tout cas dans ma pratique, le roulement de personnel, des fois, ça part puis ça peut partir en chaîne, là. Ouais. Tu sais, tu perds 2-3 bons éléments dans ton équipe, puis après ça, tu t'aperçois que t'as plus la même symbiose, puis après ça, le monde aime plus ça, là, t'en perds 4-5 autres. C'est lourd à monter des équipes. Puis on le sait, tout employeur, on cherche juste des bonnes ressources, puis on va chercher plus qu'on cherchait il y a 10 ans, puis c'est moins évident à les engager aussi, hein? On n'a plus cet embarras du choix d'une certaine façon. Moi, les clients me disent beaucoup, j'avais des critères il y a 5 ans, mais maintenant, oublie ça, là, c'est à peine, on n'est plus mollo. Puis en plus, ils doivent être gérés par des gestionnaires qui là, doivent être super bons gestionnaires d'humains. On s'attend à ça, sinon, ben c'est facile, on est souvent à distance, puis on cherche un autre job. Ouais. Ça se passe assez vite, hein. C'est plus comme il y a quelques années où on pouvait penser à notre affaire. On n'était pas aussi vite à faire le changement. Oui. Vraiment. Les choses ont changé beaucoup. Ouais. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Fascinant, extrêmement intéressant. Mais j'aime aussi le fait qu'on ait bifurqué vers le bien-être, ce qui est justement à Atman, on essaie de voir jusqu'à quel point, quels sont nos leviers dans le fond pour arriver là, pour créer des conditions gagnantes. Puis les thématiques se recoupent, si on peut dire. Merci beaucoup, Luc. Ça fait un plaisir, une super belle heure. Puis Christine, 1 heure déjà. Presque. Donc Christine, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, écoute, je pense qu'on a tout abordé. C'est super. Je pense que le monde a eu des belles conseils, ils vont prendre des belles notes. Donc merci beaucoup, Luc. Ça fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Merci. À bientôt, j'espère. À bientôt.